L'épisode 2 d'Interstice sur les études décoloniales s'appesantit déjà beaucoup sur la colonialité du pouvoir. Mais comme on va le voir, le sujet est très loin d'être épuisé. Donc comme la dernière fois, j'ai ouvert le livre Pensée décoloniale de Philippe Collin et Lisselle Quiros. La colonialité est le pouvoir colonial toujours à l'œuvre après la décolonisation. Une décolonisation qui n'est alors pas complète. La colonialité, c'est ce qui survit au colonialisme. La colonialité du savoir, vue précédemment, est sa dimension épistémique. La colonialité du pouvoir insiste sur la structuration de l'autorité et de l'exploitation. Il est clair que le capitalisme n'est un système essentiellement économique qu'en arborant un point de vue eurocentré. Et force est de constater qu'en France, et à gauche, observer un réseau de pouvoirs multiples et hétérogènes n'est pas une spécialité répandue. Le projet colonial n'est pas seulement l'instauration d'un régime juridique et politique axé sur la prise de terre et l'extraction des ressources. La race, sa construction, est sans nul doute l'instrument de domination sociale le plus efficace jamais inventé au cours des 500 dernières années. Le projet colonial est un processus de réorganisation des identités et des populations en vue d'exproprier et d'exploiter. La race naît avec le projet colonial. La race n'est ni biologique, ni ethnique, ni culturelle. La race est le produit d'un rapport de force violent, structurel et persistant. Dans la première modernité, le statut sous un régime colonial a une formulation ethnique. Espagnol ou portugais voulait dire colonisateur. Africain ou indien voulait dire esclave ou payeur du tribut. Puisant dans l'univers conceptuel médiéval ibérique, le statut en régime colonial reprend l'idéologie de la pureté de sang. Après la chute du dernier royaume musulman et l'expulsion des Juifs en 1492, la couronne de Castille s'appuie sur les statuts de pureté de sang pour purger et homogénéiser une société aux identités plurielles et imposer un nouvel ordre national fondé sur une conception unitaire de l'identité, de l'autorité et de la religion. L'organisation sociale était indexée sur l'hérédité et la généalogie. Moins le chrétien avait de taches de sang, le moins de parenté juive ou mort, plus il pouvait prétendre aux fonctions publiques ou accéder aux guildes d'artisans. Les juifs et les morts étant interdits d'établissement dans le Nouveau Monde, la tache de sang, qui désigne une tache spirituelle, une infamie morale, est passée, transplantée, au sang des Indiens et des Africains esclavisés. Ce faisant, la différence morale et généalogique, métaphorisée par le sang, finit par se confondre avec les différences somatiques qui ont alors été rendues visibles. En passant du sang au corps, la race devient ce discours parfaitement tautologique qui, dans un va-et-vient permanent, permet de relier le visible et l'invisible. Ethnique, religieuse, et puis, au XVIIe siècle, relatif à la pigmentation de la peau. Nous assistons alors à la naissance du blanc. Les positions statutaires coloniales évoluent dans leur formulation, et la race trouve ses formes les plus efficaces. Les sociétés hispano-américaines se segmentent en 4 groupes sociaux strictement délimités. Les blancs tout en haut, des catégories de sang mêlés, c'est-à-dire les castes, les Indiens, et les Noirs tout en bas. Au cours du XVIIIe siècle, il y a diverses nomenclatures raciologiques qui viennent réancrer et matérialiser cette organisation sociale pyramidale où le capital racial des individus est fonction de leur degré d'hybridation à la norme blanche. Contrairement aux idées reçues, la raciologie naturaliste, émergente en Europe au XVIIIe siècle et qui se développe ensuite, ne vient pas cristalliser un proto-racisme composite ou diffus en un vrai racisme pur et authentiquement racial. Elle est plutôt le résultat d'une transcription dans le langage de la science de discours et politiques déjà pleinement opératoires dans les sociétés coloniales ibériques. Transcription dans le langage de la science pleinement opératoire. Les colonisateurs répondent aux grandes insurrections anticolonialistes dans les Andes centrales, puis à la révolution victorieuse haïtienne, par un resserrement de l'étau de la race.
Les indépendances hispano-américaines ont lieu au début du 19e siècle. Mais les nouvelles républiques sont édifiées à la fois sur la base de la structure coloniale et sur le modèle européen de l'État-nation. La perspective reste eurocentrique et le pouvoir reste fondé sur la construction de la race. L'impérialisme commercial et colonial s'étant généralisé à l'échelle du globe, la position statutaire dans le système monde moderne, donnée par la race, s'est lui aussi généralisée. Le colonialisme enlevé, il reste la colonialité. Et la notion de colonialité du pouvoir permet de nommer ce qu'a produit la brutalité coloniale, à savoir ces structures toujours opérantes, permet de nommer les processus, pour ne pas naturaliser ce qui a été imposé par la force, à savoir la suprématie blanche. Abonnez-vous et faites un don, juste au cas où. On sait jamais. Tu chauffes la tête. Moi, je crois pas à ces histoires. Enfin, c'est fini tout ça, la France, c'est... Levé comme un seul homme, pour empêcher le financement de Frontex. Non, j'aime pas quand tu fais ça.